Voici l'armée de terre cuite. 8-0 guerriers enfouis, il y a plus de 2-0 ans, l'une des plus grandes merveilles du monde. L'armée de terre cuite est l'une des découvertes archéologiques les plus célèbres de l'histoire de l'humanité. Chaque année, des millions de personnes se tiennent au bord de ces fosses souterraines, contemplent les rangées de soldats d'argile et pensent comprendre ce qu'elles voient. Elles se trompent. Albert Lynn vient de découvrir une couche en dessous qui est véritablement terrifiante. Plus SES Scanners s'enfonçaient profondément, plus il devenait évident que l'empereur n'avait pas simplement construit un tombeau. Il avait bâti son royaume ultime sur une chose monstrueuse. Il y a là-dessous des choses qui n'ont rien à faire dans un lieu de sépulture. Des chambres secrètes, d'étranges perturbations terrestres, une histoire de trahison enfouie sous terre du vivant même des hommes. Voici la vérité que les soldats d'argile n'auraient jamais dû révéler. L'armée n'est pas là pour protéger l'empereur. Il est là pour empêcher la vérité d'éclater. Un royaume de l'au-delà interdit. La plupart des visiteurs de ce site sont fascinés par les guerriers. 8-0 figurines d'argile individuelles, toutes uniques, chacune avec un visage distinct, sont réparties dans d'immenses fosses souterraines qui s'étendent bien au-delà de ce que la plupart des gens imaginent. Mais ces guerriers ne sont que la partie visible de l'iceberg. L'ensemble de ce complexe souterrain couvre des milliers d'hectares. Les chercheurs qui ont examiné le plan dans son ensemble pensent que l'empereur ne se préparait pas simplement à la mort. Il construisait une version de sauvegarde complète de son empire. Si les mondes d'en haut s'effondraient, si sa dynastie s'écroulait, et si ses ennemis triomphaient, son esprit aurait encore une civilisation entière enfouie sous la terre, parfaite, permanente et entièrement sous son contrôle. C'est pourquoi le complexe comprend des écuries en argile, des outils en bronze encore fonctionnels après 2-0 ans et des animaux sculptés dans la même terre cuite que les soldats. On y trouve des oiseaux en argile, du matériel agricole en argile. Chaque détail de la vie quotidienne est reproduit sous terre de sorte que l'empereur ne manquait de rien. Mais il existe une théorie qui va bien au-delà d'une simple préparation. Certains chercheurs pensent que l'empereur ne se contentait pas de planifier sa mort, il cherchait à la vaincre. Il passa des décennies à rechercher obsessionnellement une potion d'immortalité, envoyant des expéditions à travers le monde connu, consultant des mystiques et des alchimistes, consommant des substances dont ses conseillers affirmaient qu'elles prolongeraient sa vie indéfiniment. Son obsession n'était pas une rumeur. Elle est documentée. Il croyait sincèrement que la mort était un problème qui avait une solution, et il disposait des ressources d'un empire entier pour la trouver. Lorsque ses recherches restèrent vaines, il se tourna vers le tombeau lui-même. Certains érudits pensent aujourd'hui que l'ensemble du complexe n'était pas un lieu de repos, mais une machine. Un vaste mécanisme rituel conçu pour ramener son âme de l'autre côté de la frontière entre la mort et la vie. Chaque soldat d'argile, chaque canal de mercure liquide, chaque étoile peinte au plafond de la chambre intérieure était un élément fonctionnel de cette machine, une carte que son esprit devait suivre pour rentrer chez lui. Cela peut paraître superstitieux jusqu'à ce qu'on en voie la précision. Les soldats ne sont pas tournés au hasard. Ils font face à l'est vers les territoires ennemis que l'empereur a passé sa vie à conquérir. Il ne se reposait pas. Même dans la mort, il était prêt pour la prochaine guerre. Chaque détail était intentionnel, et le véritable choc est survenu lorsque des caméras haute résolution ont permis de voir au-delà de ces visages d'argile et de pénétrer dans les espaces obscurs qui se trouvaient derrière eux. L'enquêteur Albert Lynn n'est pas arrivé sur ce site comme un visiteur ordinaire. Il comprenait la gravité de la tâche qui l'attendait avant même de descendre de l'avion. Lynn n'est pas le genre de chercheur à aborder un mystère avec une pelle et un carnet. Il travaille avec des outils conçus pour trouver des choses qui ne sont pas censées être trouvées. Cette technologie de numérisation initialement développée pour localiser des objets enfouis dans des zones de conflit actives utilise des instruments capables de lire la Terre comme une radiographie Lytton Car. Son travail est reconnu au plus haut niveau international dans ce domaine. Elle a travaillé dans certains des environnements archéologiques les plus sensibles de la planète. Rien de tout cela ne l'avait pleinement préparé à ce que le gouvernement chinois dissimulait d'ici depuis des décennies. L'accès aux zones réglementées de ce site était quasiment impossible. Pendant des décennies, les sections les plus sensibles sont restées sous strict contrôle gouvernemental. Le survol de l'ensemble du complexe par drone était interdit.
Chaque analyse nécessitait l'autorisation des plus hautes instances de contrôle. Même les chercheurs chinois forts de plusieurs décennies d'expérience sur le site travaillaient souvent sans connaître l'ensemble des éléments présents sous leurs pieds. L'information était délibérément compartimentée. Chaque équipe possédait des informations différentes. Personne en dehors d'un cercle très restreint ne connaissait l'ensemble des éléments. D'une manière ou d'une autre, Lin a obtenu l'autorisation d'aller là où aucun enquêteur étranger n'avait jamais été autorisé à se rendre auparavant. Les modalités d'obtention de cette autorisation n'ont jamais été clairement établies. Dès l'arrivée de son équipe sur le site, la tension était palpable et palpable. Des agents en uniforme surveillaient chacun de ses mouvements et examinaient son matériel pièce par pièce avant de l'autoriser à entrer. Chaque vol de drone nécessitait une demande formelle distincte. Chaque scan était effectué avec une personne se tenant directement derrière lui, observant l'écran au fur et à mesure que les données arrivaient. Alors que son équipe assemblait ses instruments à l'intérieur des fosses, l'air semblait dense d'une manière qui n'avait rien à voir avec la profondeur ou la température. Lin a déclaré par la suite que se tenir au centre du complexe donnait l'impression d'être dans un espace qui n'avait pas été conçu pour les vivants. Cette observation n'est pas métaphorique. Très peu de personnes s'étaient déjà tenues à ces endroits précis. Encore moins nombreuses étaient celles qui avaient été autorisées à pointer des instruments vers ce qui se trouvait en dessous. Il traversa des chambres scellées depuis plus de 2 ans. Les soldats d'argile se dressaient de toutes parts. Certains semblaient prêts à dégainer une arme. D'autres affichaient une immobilité plus inquiétante qu'agressive. Il aperçut des chariots dont les roues étaient encore intactes. Des écuries avec des chevaux d'argile figés en plein mouvement, comme s'ils attendaient un être qui ne viendrait jamais. Des épées de bronze et des pointes de lance qui pourraient encore faire couler le sang aujourd'hui. Des outils posés au milieu d'une tâche comme si l'ouvrier s'était simplement arrêté et n'était jamais revenu. Des retours chaque fosse semblait figée dans le temps, une pièce où l'éphémère s'était comme arrêté. Mais Lin n'était pas là pour admirer les œuvres. Il était là pour déceler l'invisible. Ce que les scanners révélaient, ces drones s'envolaient emportant les instruments de numérisation les plus performants. Au sol, son équipe déplaçait les systèmes radars en effectuant des balayages prudents, analysant le terrain à plusieurs dizaines de mètres sous leurs bottes. Tandis qu'il observait les rangées de soldats silencieux depuis les hauteurs, un malaise s'installa au sein de l'équipe qui grandissait à chaque heure qui passait. La beauté des sculptures semblait remplir une fonction attirant le regard vers le haut et vers l'extérieur, maintenant l'attention sur la surface, loin de ce qui se cachait en dessous. Ce n'était pas de la paranoïa. C'était la reconnaissance d'un schéma. Quelque chose attendait d'être découvert. L'empereur avait déployé des efforts considérables pour s'assurer que personne ne le découvre jamais. La population locale a toujours considéré ce lieu comme maudit. Cette réputation est antérieure de plusieurs siècles à la découverte de 1974. Les agriculteurs qui ont découvert la première fosse ont déclaré que leur vie avait été bouleversée à jamais par ce qu'ils avaient mis au jour. Certains ont perdu leurs terres suite à des expropriations publiques. D'autres ont vu leur santé se détériorer dans des circonstances qui n'ont jamais été clairement expliquées. Depuis, la rumeur court qu'ils ont ouvert quelque chose qui n'aurait jamais dû l'être. Et cette ouverture a marqué tous ceux qu'elle a touchés. Lin a dû faire abstraction de tout cela. C'est un scientifique, mais même un scientifique porte en lui quelque chose lorsqu'il pénètre dans un lieu où des milliers de personnes ont connu une fin tragique sous des couches d'argile et de silence. La technologie utilisée par Lin s'appelle le géoradar. Elle fonctionne en envoyant des impulsions d'énergie précises dans le sol. Lorsque ces impulsions rencontrent un objet solide, un mur, un sol, un objet enfoui, une masse de matériaux compressés, elles sont réfléchies vers la surface et permettent de reconstituer une image de ce qui se trouve en dessous. Une carte entièrement faite d'ombres et d'échos. Lorsque ces cartes apparurent sur ces écrans, l'équipe resta silencieuse. Des murs qui ne figuraient sur aucun document architectural existant. Des puits verticaux plongeant à plus de 30 mètres de profondeur dans le sol. Et des amas de formes. Des milliers de petits objets très serrés que personne ne pouvait identifier immédiatement. Une théorie suggère que ces ensembles représentent les possessions personnelles de l'empereur des objets du quotidien reproduits dans des matériaux impérissables afin qu'ils ne se détériorent jamais.
le genre d'objet qu'un homme obsédé par l'éternité aurait voulu avoir à portée de main. Une autre théorie est bien plus sombre. Certains chercheurs pensent que les scanners ne lisaient pas des objets, mais les vestiges de la cour impériale elle-même. Non pas des statuettes d'argile représentant des personnes réelles, mais des personnes bien réelles placées là en personne pour servir dans l'au-delà comme elles l'avaient fait de leur vivant. Plus les engines s'enfonçaient profondément dans le sol, plus le paysage souterrain cessait de ressembler à un complexe et prenait l'apparence d'une immense nécropole chaotique, couche après couche de terre remuée, des ombres profondes sans explication architecturale. L'image qui se dessinait sur ces écrans était inattendue. Les tombes sous l'armée. Pendant longtemps, aucun avion n'avait été autorisé à survoler ce site. L'espace aérien était de fait classifié. Albert Lynn a changé la donne. Il devint le premier à faire voler un équipement de numérisation au-dessus du complexe funéraire de l'empereur et à l'observer d'en haut. De cette altitude, la véritable échelle du monde souterrain apparut clairement d'une manière que des décennies de recherche au niveau du sol n'avaient jamais permis de révéler. Il a utilisé un outil appelé LIDAR, un système d'imagerie laser qui traverse la végétation, la surface du sol et les matériaux opaques pour cartographier avec précision les structures enfouies. Ce qu'il a révélé sous les fosses, que le monde connaît déjà, c'est un réseau dense et tentaculaire de structures cachées. Des murs enfouis s'étendant bien au-delà des limites connues des chambres effondrées qui n'apparaissent sur aucun plan existant, et des zones où un grand nombre de personnes semblent avoir été enterrées simultanément. Certains de ces lieux ont montré des signatures thermiques compatibles avec d'anciens incendies. 10 traces d'épisodes de chaleur intense absorbés par le sol lui-même préservés pendant 2 millénaires. Puis l'équipe a découvert la section qui a tout arrêté. Profondément sous les pieds des soldats d'argile, les analyses ont révélé des groupes de trous irréguliers et perturbés dans la terre. Trop chaotique pour être une architecture intentionnelle. Trop organisée pour être le produit de processus géologiques naturels. La configuration correspondait à ce que les archéologues médico-légaux reconnaissent immédiatement des charniers. Le sol de ces zones était endommagé d'une manière spécifique, comprimé et fracturé selon des schémas compatibles avec une force énorme appliquée soudainement. Non pas le poids progressif et uniforme du temps et du tassement de la terre, mais la force violente et concentrée d'un événement catastrophique. Des lignes de fracture traversaient la stratigraphie des formes denses et éparses correspondant à des restes humains. Lynn regarda les données et resta longtemps silencieux. Il avait déjà vu des données difficiles. Celles-ci étaient différentes. Ce qui se trouvait sous cette armée d'argile n'était pas simplement le palais d'un souverain défunt. C'est un cimetière. Et ce n'est pas un cimetière pour des personnes honorées. Les archives historiques indiquent que 700 personnes ont été réquisitionnées pour construire ce complexe. 700. La construction a duré des décennies. Des gens sont arrivés de toute la Chine et ne sont jamais revenus chez eux. Pendant longtemps, les historiens ont supposé qu'ils avaient été libérés une fois les travaux terminés puis dispersés dans leurs villages et leurs fermes. Les données de numérisation suggèrent une explication différente. Si même une fraction de ces ouvriers ont été enterrés à l'intérieur, une fois la construction achevée, l'armée de terre cuite surplombe l'un des plus grands charniers de l'histoire de la civilisation humaine. La théorie qui circule depuis des siècles est que l'empereur a utilisé ce projet de construction comme un outil d'élimination délibérée. Les personnes qu'il considérait comme des menaces, ses rivaux politiques, les dissidents, tous ceux qui en avaient trop vu ou trop su, étaient affectés au chantier sous couvert du service national. Puis une fois leur utilité épuisée, des dispositions étaient prises pour qu'ils ne partent jamais. Les données radar rendent d'ailleurs cette théorie très difficile à réfuter. Les perturbations du sol étaient compatibles avec des mouvements violents. Ce que les géologues légistes appellent des couches de lutte, c'est-à-dire des terres remuées et comprimées par des corps en mouvement. Il semble que les tunnels aient été scellés de l'extérieur alors que des personnes s'y trouvaient encore, et dans les niveaux inférieurs, les analyses ont détecté des signatures correspondant au profil de composants métalliques, vestiges potentiels des pièges mécaniques à arbalètes décrits dans des récits anciens.
Des dispositifs conçus pour tirer sur quiconque pénétrait dans les passages scellés sans autorisation. La plupart des chercheurs supposaient que les mécanismes de déclenchement en bois se seraient décomposés au fil de 2 ans. Les composants en bronze, quant à eux, constituent un tout autre problème. Le LIDAR a également révélé quelque chose qu'aucune recherche antérieure n'avait détecté: une structure pyramidale de terre très compacte, enfouie directement sous le monticule principal et si bien dissimulée qu'elle est invisible depuis la surface. Un secret au sein d'un secret. Ce que l'empereur jugeait le plus crucial était enfoui sous tout le reste, protégé par des couches et des couches de pierres de terre, de soldats d'argile et par les corps des gens qui les avaient construits. Les rangées parfaites de guerriers au-dessus n'étaient pas disposées par souci d'esthétique ou pour une cérémonie. Elles étaient disposées comme un sceau. Ce qu'ils dissimulaient, ce n'était pas la gloire. C'était le véritable prix à payer pour bâtir un empire conçu pour durer éternellement. Le prince mort dans l'ombre. Près du centre de la zone scannée, l'équipe remarqua une anomalie qui détonnait avec le reste de la zone. Sous l'agencement ordonné des chambres connues se trouvait un vide isolé plus ancien que les structures environnantes. Creusé bien plus profondément, comme si celui qui l'avait placé là l'avait voulu sous tout le reste invisible, inaccessible et voué à l'oubli. À l'intérieur de ce vide reposait un squelette. Cette personne n'avait pas été abandonnée comme les autres. Les ossements étaient disposés avec un soin délibéré. Ils appartenaient à un jeune homme, probablement au début de la vingtaine. Les objets trouvés près des restes n'étaient ni ceux d'un ouvrier ni ceux d'un prisonnier. C'étaient des objets coûteux prestigieux, le genre de possession que possède une personne née dans une famille influente. Mais ce qui stupéfia l'assemblée, ce fut ce que l'imagerie révéla à l'intérieur du crâne: une pointe de flèche en bronze profondément enfoncée dans l'os. Ce n'était pas un accident. Il ne s'agissait pas des débris d'une bataille qui avait eu lieu non loin de là. Il s'agissait d'une exécution précise, délibérée, perpétrée sur une personne qui avait été enterrée séparément avec soin dans un lieu spécialement aménagé pour empêcher que quiconque ne la retrouve jamais. La question de savoir comment il était mort a trouvé sa réponse en quelques secondes. Celle de savoir qui il était a pris plus de temps. Et la réponse qui a émergé était profondément troublante. Des documents anciens de cette période relaient l'histoire des fils du premier empereur Prince né dans un privilège extraordinaire, élevé au sein d'une cour où pouvoir et paranoïa coexistaient et où la confiance était une chose que personne ne pouvait accorder à personne en toute sécurité. Plusieurs de ces princes ont disparu des archives historiques sans explication. Leurs noms figuraient dans les documents puis disparaissaient tout simplement. Aucun récit de leur mort, aucune trace d'exil ou de déshonneur, juste un silence là où s'étendait une vie, comme si les archives elles-mêmes avaient reçu l'ordre de les oublier. Tandis que les chercheurs examinaient les détails de cette sépulture, son emplacement par rapport au tumulus central, la qualité du mobilier funéraire, la profondeur, le soin extraordinaire apporté à sa dissimulation, une image se dessinait, une image que personne dans la pièce ne voulait accepter. Ce n'était pas un ouvrier, ce n'était pas un prisonnier ordinaire. Ce jeune homme était peut-être l'un des fils de l'empereur. Il n'avait pas été tué par un ennemi extérieur, mais sur ordre de sa propre lignée. La chambre elle-même renforçait l'horreur. Elle n'avait pas la forme d'un tombeau. Les dimensions correspondaient à celles d'une cellule de détention. La position du squelette suggérait que le jeune homme avait pu être maintenu vivant dans cet espace souterrain pendant des semaines, voire des mois, avant que la mort ne survienne. Il continuait de respirer, restait silencieux, effacé du monde d'en haut, tout en étant pleinement présent dans celui d'en bas. Les marques de stress visibles dans sa structure osseuse étaient incompatibles avec un confinement prolongé dans des conditions difficiles. Une théorie circule quant à l'identité de celui qui a donné l'ordre. Le successeur de l'empereur fut son deuxième fils, un homme qui s'empara du pouvoir immédiatement après la mort de son père. Les historiens soupçonnent depuis longtemps que sa consolidation du pouvoir s'est faite par l'élimination systématique de tous ses frères et sœurs susceptibles de contester sérieusement sa légitimité au pouvoir. Non pas un ou deux concurrents, mais tous. Les analyses ont révélé plusieurs autres cavités correspondant aux dimensions de la chambre de ce prince réparties à intervalles réguliers autour du monticule principal. Même forme, même profondeur, même emplacement délibéré sous le niveau de tout le reste.
Toute une génération royale effacée et enterrée aux côtés des ouvriers et des prisonniers qui avaient bâti le tombeau de leur père. Aux yeux de celui qui s'était emparé du trône, tous étaient également dangereux, tous étaient des secrets, et les secrets dans le monde créé par le premier empereur devaient rester enfouis. Dans les rouleaux qui ont survécu à l'intérieur de chambres scellées près du lieu de sépulture principal de l'empereur, les chercheurs ont découvert quelque chose qu'ils ne s'attendaient pas à retrouver après 2 ans. Des rouleaux de bambou. Pour les préserver, l'équipe a dû travailler dans un environnement contrôlé où la température et l'humidité étaient maintenues à des valeurs extrêmement précises. Ces rouleaux étaient d'une fragilité extrême. Une exposition de quelques minutes seulement à des conditions inadaptées aurait pu les détruire définitivement. Leur ouverture fut un travail de longue haleine qui prit des semaines plutôt que des jours. Ce que les textes contenaient une fois lus à haute voix n'était pas un catalogue de réussite, ni un monument à la gloire de l'empereur. Aux yeux des historiens qui les lurent, cela ressemblait davantage à un registre de crimes. Ligne après ligne, les rouleaux décrivaient une société gouvernée par la peur plutôt que par la loi. Un document rapportait un décret impérial ordonnant l'enterrement vivant de 460 érudits et intellectuels. Non pas exécutés rapidement, mais enterrés vivants. L'octélie consistait à défendre des idées philosophiques et historiques non approuvées par l'empereur, des idées suggérant d'autres modes d'organisation du monde et remettant en question la légitimité de son pouvoir. D'autres documents attestent de la destruction systématique de livres par le feu à travers la Chine. Pas seulement des textes politiques. Histoire, philosophie, sciences, connaissances médicales. La destruction délibérée de toute trace écrite de pensée susceptible de remettre en question l'autorité absolue de l'empereur. Parmi les documents les plus troublants figuraient des confessions, signées par les ingénieurs, les bâtisseurs et les artisans ayant travaillé à la construction du complexe funéraire. La lecture des accusations portées contre eux est une expérience profondément pénible. Certains étaient accusés d'avoir nourri des pensées critiques à l'égard des méthodes de l'empereur, d'autres de lenteur d'exécution. D'autres étaient liés à des personnes elles-mêmes accusées de quelque chose. La chaîne d'accusation s'étendait dans toutes les directions sans limite logique. Les aveux étaient extorqués, enregistrés, classés, puis ceux qui les avaient signés rejoignaient les milliers d'autres déjà enterrés sous la terre. Sur ce chantier, chaque personne était surveillée, chaque action était évaluée, chaque relation représentait un risque potentiel. Un mot de travers, un instant d'hésitation visible, une accusation d'un collègue intéressé, et vous deveniez membre de la fondation plutôt que simple collaborateur. Tandis que les historiens lisaient ces textes à haute voix, à l'intérieur du complexe, Lin restait silencieux, observant les soldats d'argile. Il a déclaré par la suite qu'à ce moment précis, les figures qui se trouvaient devant lui avaient changé. Elles avaient cessé d'être des œuvres d'art extraordinaires. Elles avaient cessé d'être des symboles de puissance militaire, d'ambition impériale ou du savoir-faire d'artisans antiques. Ils devinrent ce qu'ils avaient toujours été en réalité, une garnison permanente dressée en formation, au-dessus d'un lieu bâti sur la souffrance et le silence imposé, veillant à ce que la souffrance reste enfouie. Les rouleaux documentaient également en détail l'obsession de l'empereur pour l'immortalité, une obsession que les récits historiques secondaires n'avaient que partiellement saisie. Il envoya des flottes de navires transportant des milliers de jeunes hommes et femmes à la recherche d'une île légendaire aux confins du monde, où, disait-on, une potion capable de vaincre la mort était conservée par des immortels. Ces navires ne revinrent jamais. L'interprétation la plus troublante de leur disparition est qu'ils n'ont pas péri en mer. Certains historiens pensent que l'empereur a fait en sorte qu'ils ne reviennent jamais, car revenir sans la potion reviendrait à se présenter devant la cour et à confirmer publiquement que l'empereur était un homme mortel qui allait vieillir, s'affaiblir et mourir comme tous les autres êtres humains ayant jamais vécu. Les navires disparus ont peut-être été réduits au silence pour la même raison que tout le reste de cette histoire. Certaines parties des rouleaux résistent encore aujourd'hui à une traduction intégrale. Certain passages semblent décrire un processus permettant de donner vie aux figurines d'argile d'animer l'armée par le souffle et l'intention. La question de savoir s'il s'agissait d'une instruction littérale ou d'un langage symbolique intégré à un contexte rituel fait encore débat parmi les érudits. Ce que cela confirme sans l'ombre d'un doute,
c'est que la croyance de l'empereur dans les mécanismes du surnaturel était authentique. Il n'accomplissait pas de cérémonie pour le bien de ses sujets. Il croyait que l'armée d'argile se dresserait au moment opportun. Et les rouleaux décrivent quelque chose d'enfoui sous la chambre principale qu'aucune fouille moderne n'a jamais permis de localiser une pièce renfermant de l'or et des joyaux à une échelle que les textes anciens peinent à décrire. Les analyses ont révélé un immense espace vide d'une hauteur équivalente à 3 étages situé directement sous le sol du palais central. Il semble bien réel et correspond à la description. Cependant, les parchemins qui y sont associés comportent un avertissement. Le trésor est peigné dans le poison des étoiles. Cette expression fait très certainement référence au mercure. Et c'est avec le mercure que cette histoire atteint son chapitre final et le plus dangereux. Le poison, qui protège tout au cœur même du complexe, se trouve dans un endroit que personne n'a jamais ouvert. Ni archéologue, ni représentant du gouvernement, ni chercheur habilité à quelque niveau que ce soit. Personne. Le tombeau principal du premier empereur de Chine est scellé depuis plus de 200 ans et l'est encore aujourd'hui. Non pas que l'on n'ait pas voulu l'ouvrir, mais par crainte des conséquences d'une telle ouverture. Les échantillons de sol prélevés autour du monticule central ne présentent pas des niveaux de mercure légèrement élevés. Ils montrent des concentrations des centaines de fois supérieures à celles que l'on observe naturellement. Des récits anciens décrivent comment les architectes de l'empereur ont conçu des rivières de mercure liquide pour qu'elles coulent en permanence dans une maquette de son palais à l'intérieur de la chambre funéraire, un empire miniature en argent s'étendant à jamais sous terre. Le palais en haute en miniature permanente en bas. Pendant très longtemps, ces récits ont été considérés comme des légendes, des exagérations. Le genre d'histoire qui s'amplifie à chaque génération transmise de génération en génération. Les analyses de sol confirment que le cœur du récit n'est pas une exagération. Il s'agit d'une documentation. Si la chambre principale était ouverte aujourd'hui, l'atmosphère pressurisée qui s'y est accumulée pendant 200 ans s'échapperait instantanément. Les vapeurs de mercure aux concentrations indiquées par les données du sol sont extrêmement toxiques. Une exposition mortelle peut survenir en quelques minutes à des concentrations bien inférieures à celles que suggèrent les données présentées ici. Ce qui débuterait comme la fouille archéologique la plus importante de l'histoire moderne pourrait se transformer en catastrophe faisant de nombreuses victimes avant même que quiconque ait eu le temps de réagir. Et ce n'est pas la seule menace. Dans les années 1980, des chercheurs ont ouvert pour la première fois une fosse annexe plus petite. Ils ont observé que la peinture des soldats d'argile dont les couleurs étaient parfaitement conservées depuis plus de 2 millénaires commençait à s'écailler quelques secondes après son exposition à l'air libre. La variation de pression et d'humidité a déclenché une réaction chimique irréversible. Des couleurs qui avaient subsisté pendant 200 ans ont disparu avant que quiconque puisse l'arrêter. Si la chambre principale de l'empereur renferme des structures en bois, des textiles de soie ou des surfaces peintes, l'ouverture du tombeau risquerait d'effacer l'histoire même qu'il renferme. La découverte et la destruction se produiraient simultanément. Les analyses effectuées par Lin sur la structure centrale n'ont fait qu'épaissir le mystère. Les données correspondaient aux archives anciennes concernant le contenu de la chambre scellée, mais une conclusion s'est imposée sans équivoque. L'empereur avait conçu ce lieu pour qu'il reste scellé à jamais. Le mercure, les pièges mécaniques, l'immense profondeur et les couches d'enfouissement étaient tous conçus pour empêcher les générations futures d'y pénétrer. Il savait que quelqu'un finirait par essayer. Jusqu'à présent, le monde a respecté ce plan non par admiration pour l'empereur, mais parce que les chercheurs comprennent les conséquences de l'ouverture d'une chambre qui n'était jamais censée être perturbée. L'armée de terre cuite n'est pas simplement un monument au pouvoir ou à la loyauté. C'est un couvercle. Sous des milliers de soldats d'argile reposent les ouvriers enterrés là où ils sont morts. Des ennemis politiques effacés de l'histoire. Des érudits exécutés pour leurs idées et des princes tués pour assurer le trône de l'empereur. 80 guerriers se tiennent encore en formation parfaite, tournés vers l'est, gardant des secrets qui n'étaient jamais censés avoir de témoins. Albert Lin est entré sur le site en tant que scientifique et en est reparti avec des preuves confirmant ce que les archives anciennes suggéraient depuis longtemps. L'une des plus grandes merveilles archéologiques du monde pourrait aussi être l'un des plus grands théâtres de crimes de l'histoire.
La vraie question n'est pas de savoir si quelque chose de plus terrifiant que du mercure et des pièges antiques nous attend dans la dernière chambre. C'est de savoir si nous sommes prêts à découvrir la vérité. N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires. Si cette histoire a changé votre vision de l'histoire, abonnez-vous et likez, car certains des plus grands secrets de l'humanité sont peut-être encore enfouis sous terre. Merci d'avoir regardé.